J'ai des courbes dans les jambes! Salut, enchantée, je suis Claire, la voix qui te parle. Et j'adore bouger. Mais ça, tu le sais déjà si tu écoutes régulièrement ce podcast. L'été, les podcasts sont au ralenti, mais j'avais quand même envie de te proposer un épisode inédit. L'occasion de t'embarquer dans un format un peu différent. Allez, on part! J'ouvre le pâté. À ce moment-là, tout va bien. On est motivé, on a de l'eau, on mange. Après une montée interminable avec 10 kilos sur le dos, nous sommes assis à côté de la cascade du pont d'Espagne, avec un sandwich au pâté, des petites tomates, du fromage, un balisto et une pomme pote. Ça fera ça de moins à porter, même si, soyons honnêtes, retirer 2 balistos du sac ne va pas changer la donne et transformer notre randonnée en promenade digestive. La soirée a été studieuse. Flock a fait une étude complète des tendances météo. Parce que partir en montagne, ça ne s'improvise pas. Et elles gagneront toujours. Pour l'instant, on a de la chance. Et je touche du bois. On est parti de Cauterets à 11h, chargés comme si nous partions pour un trek de 6 mois. Mais l'air est frais. Et ça, c'est une vraie chance. Parce que la semaine précédente a été étouffante. On avait vraiment accusé le coup. 37 degrés en moyenne, soleil de plomb, pas d'ombre, et des nuits tellement chaudes qu'on se réveillait toutes les 2 heures en ayant l'impression d'avoir été cuit à la vapeur. Alors, mine de rien, les petits sentiers forestiers empruntés ce matin et leur brise fraîche nous font presque l'effet d'une clim naturelle. Bonjour. Excusez-moi, vous savez si c'est par là pour aller au lac de Gaume ou c'est par là-bas? Le lac de Gaume, c'est par là-bas. Ouais. 13h. Il serait temps de repartir. Dans ma tête, j'ai découpé la rando en plusieurs étapes. Parce que si je dis à Flock « Allez, plus que 3h30 », il risque de perdre légèrement sa motivation. Alors que si je lui dis « Prochaine étape, le télésiège », ça paraît tout de suite plus accessible. Ah oui, non mais par contre, on va pas prendre ce télésiège. Évidemment, on va plutôt grimper la piste bleue qui le surplombe. 7 virages en plein soleil, ça va suer. C'est le moment idéal pour sortir les bâtons, histoire d'économiser les cuisses pour la suite. Parce qu'en rando, avec un gros sac, chaque petite économie d'énergie compte. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de durer. Après ce coup de cul, sans vouloir être vulgaire, nous arrivons en haut du télésiège où des familles en descendent toutes fraîches et pimpantes pour se lancer vers le sentier plat qui mène au lac de Gaume. Le chemin est bondé et une fois au bord du lac, c'est encore pire. Ici, il y a du monde. Beaucoup de monde. Rien à voir avec l'époque où j'y allais avec mes parents quand j'étais petite. La photo réseaux sociaux, sûrement. Je crois avoir compté au moins 4 personnes en train de faire un shooting photo avec le lac turquoise et le Vignemale en toile de fond. Ça va faire de belles photos de profil, ça. Étonnamment, personne ne se baigne. L'interdiction récente semble plutôt bien respectée. Après, on a croisé 2 gardes forestiers, donc ça aide probablement à calmer les envies de baignade. Ne nous éparpillons pas, on doit absolument remplir nos gourdes avant de poursuivre notre épopée. Un point d'eau est indiqué derrière le refuge. On s'approche, des randonneurs semblent patienter en file indienne. On s'infiltre dans la queue, mais tous les regards sont tournés vers nous. Peut-être un bouton sur le nez qui les intrigue, ou cet énorme sac que l'on peine à poser. Les 2 options sont probables. Puis je comprends. En fait, ils trouvent surtout étrange que 2 gonzes fassent la queue pour les toilettes avec leurs gourdes vides à la main. Voilà, on pensait faire la queue pour l'eau potable. On faisait en fait la queue pour faire pipi. Bon, on va dire que c'est l'altitude. En comprenant, Flock quitte la queue pour aller remplir sa gourde et se fait interroger par une police un peu spéciale. Une petite fille blonde, casquette rose sur la tête. Les questions fusent. Tu mets quoi dans ta gourde? Pourquoi tu la secoues? Pourquoi tu mets du sucre dans ton eau? Flock répond tranquillement que c'est pour avoir de l'énergie. Et la réponse a l'air de satisfaire l'inspectrice. Nous sommes donc autorisés à repartir. Et recharger en eau qui plus est. Il reste une dernière étape pour aujourd'hui. Le panneau indique 2 heures. 2 petites heures. Mais l'expérience nous a appris quelque chose. Avec des sacs aussi chargés, quand un panneau indique 2 heures, il vaut mieux y ajouter 30 minutes mentalement. Pas parce que le panneau ment, mais parce que ça évite de se décourager si la réalité décide de prendre son temps.
Et justement, le terrain devient plus rocheux. Chaque pas demande de l'attention. Un pied ici, un rocher là, un trou, un caillou instable. Impossible de marcher sans regarder ses pieds. Et si, par malheur, tu lèves la tête pour admirer le paysage, le sentier te rappelle immédiatement à l'ordre. Hop là. Bon, on regarde où on met les pieds. Derrière le lac de Gaume, l'ambiance change. La vallée devient plus verte, plus humide, plus calme aussi. Les randonneurs sont moins nombreux et on comprend pourquoi. Cette partie est réputée plus difficile. À chaque cascade, on se dit que le refuge doit être juste derrière. Mais en traversant la plaine, puis en dépassant la cascade, pas de refuge. Une autre plaine et une autre cascade. 3 fois de suite. 3 fois où l'on croit être arrivé. 3 fois où le Vignemale est toujours là. Magnifique. Mais toujours aussi loin. Et puis il y a un hic. Je suis une chèvre. Enfin, plutôt, je pense que je l'étais dans une autre vie, parce que je peux marcher longtemps sans penser à boire. Heureusement, Flock me rappelle régulièrement de m'hydrater, et chaque pause devient finalement un prétexte pour regarder autour de nous. Cette vallée est incroyable. Le gazon est tellement vert, tellement ras, tellement parfait qu'on pourrait presque croire qu'un jardinier vient entretenir la montagne avec son rotofil. Les cours d'eau nous bercent, les forêts de sapins nous regardent depuis les flancs des montagnes alentours. Peut-être même des isards. Et juste avant la délivrance, nous voyons une marmotte, bien dodue, en train de mettre du chocolat dans du papier violet. Enfin, ça c'est ce que mon cerveau a envie de voir. Une marmotte Milka. Et puis soudain, derrière un monticule de rochers, la voilà. La tant attendue plaine des houlettes de Gaume. Une immense étendue de verdure rase, où les petits cours d'eau reflètent les silhouettes des montagnes alentours, et surplombée par l'immense Vignemale et son glacier. Enfin, on est arrivé. Il est 17h40. Restons concentrés, pas de répit pour les braves. Il faut maintenant trouver où dormir, et ça, c'est tout un art. Certains ont choisi de regrouper leurs tentes. Nous, on cherche plutôt un endroit calme, avec un sol relativement sec, sans trop d'herbe, parce que les troupeaux pourraient avoir envie de venir déjeuner sur notre tente pendant la nuit, et surtout pas sous une pente rocheuse susceptible de nous envoyer quelques souvenirs minéraux sur la tête. On trouve notre emplacement, entre le refuge et le glacier du Vignemale. Parfait. Il ne reste plus qu'à attendre 19h, parce qu'en montagne, les seuls horaires à respecter sont ceux pour planter ta tente. Quechua, pas Monique, hein. Qu'est-ce qu'on est bien là, assis sur des rochers, avec le soleil qui nous chauffe doucement le dos, l'air frais sur nos joues à observer les randonneurs. Oh mince, il a senti les pommes. Tu penses? Oh oui. Oh, mais il ouvre le truc, il ouvre les poches. Il nous mange un truc là? Je crois. Il va relâcher. Ah, il reste à côté. Il sait maintenant qu'il a à manger là. Pas bête la guêpe. Et lui va venir nous lécher la tente, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde les bâtons à dispo aussi. Il n'arrive pas à l'enlever du sac. Ça par contre la cloche, s'il bouge cette nuit et qu'il dort pas, Oui. Par contre là ça va être pour nous. t'as les bâtons. Ouais. Il se dirige droit vers nous. Ah putain. Mais ils sont où les gens? Ben je sais pas. Bah Il y ouais va tiens, il fait tous les sacs. Il les bouge? Et bah il est dedans. Oh là là, il renifle comme un chien. Mais je fais quoi? Je lui enlève? Mais il faut qu'il y en ait un qui reste avec les sacs. Tu peux essayer de le faire fuir mais il va aller vers nous quoi. Vas-y, prends un bâton, prends un bâton. Mais non mais... Allez mon gars. Allez. Non. Ah. Il est en train de prendre une serviette. Non, mais là il a bouffé le truc avec le papier, hein. Mais lui il va faire une intoxication, hein, le cheval, hein. Il est trop gourmand. Un cheval. Voilà, notre programme de divertissement est tout trouvé. Pendant ce temps, certains randonneurs ont déjà monté leur tente. Erreur! Les gardes forestiers arrivent immédiatement pour leur rappeler la règle.
pas de tente avant 19h. On les regarde faire et je me dis que garde forestier, finalement, ça doit être un métier assez particulier. Passer ses journées dehors, marcher, surveiller les sentiers, quelle que soit la météo, franchement, je crois que je signe. À côté de nous, un homme ramasse des pierres. Il les dispose en cercle autour de ses 3 fils. Je regarde Flock. Flock me regarde. Et forcément, une question nous traverse l'esprit. Va-t-il y avoir un sacrifice cette nuit ? Ou alors, est-ce une tentative pour éloigner les ours ? Peut-être qu'il faut qu'on fasse pareil. Pas le temps de résoudre ce mystère, 19h sonne. Nous pouvons monter la tente avant de finir frigorifiés. Le soleil est descendu derrière la montagne et l'air s'est bien rafraîchi. Implantation de l'enveloppe avec ouverture en bas de pente, montage des arceaux, emboîtement de la double peau, enfoncement des sardines, déploiement des tapis de sol et des sacs de couchage. Notre petit nid presque douillet est prêt. Mais il y a un léger problème. Nous avons marché toute la journée, nous avons transpiré, et c'est hors de question de dormir avec cette odeur de tome de brebis passé d'âge. Je sors les lingettes et j'entends une à Flock. Le message est transmis. Toilette de chat obligatoire. Et puis, les estomacs commencent à protester. Avec tout ça, on en aurait presque oublié les sandwichs triplement emballés dans nos sacs à dos. Quelle merveille! Et surtout, la preuve indubitable que la nourriture n'a pas besoin d'être gastronomique pour être exceptionnelle. Il suffit parfois d'avoir marché 5 heures et des brouettes pour qu'un sandwich au pâté obtienne 3 étoiles Michelin. Sous nos yeux, le ciel devient rose, puis orange, puis s'assombrit. Il n'y a pas de réseau, donc nos cerveaux se calment. Pas de notification, pas de message, pas de téléphone. Juste nous, la montagne et le silence, ici et maintenant. Nos esprits apaisés divaguent et le temps passe vite. Il est déjà 21h. Mais j'ai une idée. Je propose à Flock de rentrer dans la tente lire une petite heure et de ressortir plus tard, quand la nuit sera vraiment noire. Parce que j'ai envie de lui montrer quelque chose. Flock, c'est le genre de personne qui enregistre les cris d'oiseaux pour essayer de les identifier. Celui qui trépigne d'impatience dès qu'il y a une occasion d'aller en montagne. Celui qui, quand il fait nuit, te montre les constellations. C'est le premier bivouac de Flock ce soir. C'est pas faute d'avoir tenté l'aventure plusieurs fois, mais à chaque tentative, la météo avait décidé que ce serait pas le moment. Cette fois, les étoiles semblent enfin alignées. À 22h30, j'ouvre la tente, il regarde le ciel, et ses yeux s'ouvrent en grand. Il n'a jamais vu autant d'étoiles, aucune pollution lumineuse. Tout brille. On distingue les satellites, l'ISS, les avions, et même suffisamment bien pour essayer de deviner à la couleur de leur lumière où se trouvent leurs ailes. Derrière les silhouettes noires des montagnes, les constellations ressortent parfaitement. La grande ours. Tout est là. Et pendant quelques minutes, on ne parle plus. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On retourne dans la tente. Extinction des feux. Avec ces images encore imprimées sur la rétine, on va essayer de dormir. Pas de coq pour le réveil. Il est 6h20, Flock ouvre la tente. La nuit a été mouvementée et c'est le jeu du bivouac. Entre le froid, la transpiration dans le sac de couchage, le vent, les douleurs d'appui et surtout ce satané cheval. Toute la nuit, encore et encore et encore, parce que le gourmand a décidé que la nuit était le moment idéal pour brouter. Et le pauvre est pourvu d'une cloche qui l'encombre sûrement. Et nous, dans notre tente, nous étions très attentifs à sa position. Est-ce qu'il s'approche ? Est-ce qu'il va renifler la tente ? Est-ce qu'il va nous marcher dessus ? Ou pire, trébucher et nous écraser ? Et puis il y a eu ces bruits. Des bruits sourds. Au début, on pense à un orage qui arrive. Mais non. C'était le vignemale. Son glacier craque car les températures sont trop élevées pour la saison. Et nous sommes là à écouter, impuissants.
parce que ce que nous voyons aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que nous verrons la prochaine fois que nous viendrons. Le glacier a déjà fortement diminué. Qu'en restera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans? Sans un bruit, on se prépare rapidement et on replie nos affaires. Le soleil n'est pas encore levé, mais nos estomacs ont gargouillé toute la nuit. Le petit déjeuner ne se fait pas plus attendre. Pain au lait dans une main, fruits secs dans l'autre, perchés sur le rocher du refuge, nous admirons la vallée se réveiller doucement. Les premières lumières rosées apparaissent. Elles viennent lécher les montagnes. Les ruisseaux sortent progressivement de la pénombre. Les rochers se révèlent. À cet instant-là, malgré la nuit difficile, on se dit que ça valait le coup. Les estomacs presque remplis, nous repartons. Même chemin, mais cette fois dans l'autre sens. Et avec un objectif très clair. Manger à la raillère. Le départ est difficile. Les jambes sont fatiguées, les cuisses courbaturées. Il faut remettre la machine en route. Et ma cheville commence à protester. Je lui ai demandé beaucoup ces derniers jours. Et j'avais surtout eu la brillante idée de faire une pirouette dans les escaliers en arrivant dimanche. Elle avait tout pris. Mais bon, demain, repos. Promis. En attendant, on se concentre sur le sentier, toujours en regardant ses pieds. Gros rochers, trous, dénivelés. Avec tout ça, on va finir champion du monde de proprioception. Si seulement. Heureusement, les bâtons sont là, parce qu'avec un gros sac sur le dos, ton centre de gravité devient soudainement un concept très théorique. Et le culbuto peut arriver très facilement. Au milieu de cette concentration absolue, j'entends « Oh, salut Claire !» Sûrement encore une marmotte farceuse. Je lève la tête. « Charlotte ? Ici, dans les Pyrénées ? À cette heure ? À cet endroit ? On s'entraîne ensemble au club des Girondins à Bordeaux. Comme le monde est petit !» Avec son compagnon, ils partent pour un grand tour en passant par le Petit Vignemal et le lac de Chabarou. Un projet ambitieux, mais leur mental est solide. On échange quelques mots et on se promet de se raconter nos vacances à la rentrée. On repart rapidement parce que, mine de rien, le repas nous attend. Au loin, apparaît une grande étendue turquoise, le lac de Gaube. Il se rapproche, ou plutôt, nous approchons. Puis finalement, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous y sommes déjà. Fabuleux, n'est-ce pas? Enfin, si Flock était derrière ce micro, il vous dirait que le lac a mis une éternité à arriver. 10 heures. Après une petite pause pour boire, on repart vers le pont d'Espagne par un itinéraire parallèle. Le chemin est plus forestier, plus sinueux aussi, et déjà très fréquenté. Ça ne m'avait pas manqué cette foule. Nous descendons pendant que les autres montent. Et beaucoup se retournent en souriant. Pourquoi? Parce qu'un détail attire leur attention. Dans mon sac à dos, à la vue de tous, il y a une conserve de pâté. Eh oui! Nous, ce qui nous interpelle, c'est surtout l'équipement un peu léger de certains face à la montée qui les attend. Au pont d'Espagne, le réseau revient. J'en profite pour prévenir Laurie que nous sommes bien sur nos 2 pieds. Parce qu'en randonnée, surtout quand on part bivouaquer, avoir quelqu'un qui sait où vous êtes n'est pas une mauvaise idée. Et justement, nous avions prévu de lui donner des nouvelles avant 14 h. Mission accomplie. Tout à coup, une centaine de jeunes passent devant nous. Un flot, une colonie entière qui se bouscule et qui rit. Ça donne le tournis. Heureusement, nous descendons. La dernière descente semble interminable. Encore plus interminable que la descente interminable depuis les Houlettes. À ce stade, on ne marche plus, on négocie. Prochain arbre, prochain rocher, on coupe les virages, et finalement, un pied touche le bitume. La raillère. S'asseoir est un délice. Ne pas s'endormir est un supplice. Flock pique du nez, mais une odeur le ramène instantanément à la vie. Son assiette, fumante, pleine de frites. La science ne l'explique pas encore, mais les frites semblent posséder des propriétés thérapeutiques exceptionnelles après une randonnée. Il reste pourtant une dernière étape de 20 minutes. Il faut rentrer à Cauterets. Et finalement, nous arrivons devant la porte de l'appartement. Flock me regarde et me dit
si j'avais la force, je pleurerais. Puis il s'allonge sur le sol dur, sans réfléchir, et s'endort. Qu'est-ce qu'on retient de cette aventure? Qu'en montagne, il faut bien préparer sa météo, qu'il faut gérer son effort aussi, boire régulièrement, ne pas sous-estimer le poids d'un sac, prévoir de quoi se ravitailler, prévenir quelqu'un de son itinéraire, respecter les règles du lieu où l'on bivouaque, et surtout, accepter que la réalité soit beaucoup moins confortable que les photos Instagram, mais aussi beaucoup plus belle. Une nuit dehors, ce n'est pas seulement dormir dans une tente, c'est dormir les yeux à demi ouverts, c'est se faire réveiller par un cheval trop gourmand, c'est manger un sandwich au pâté avec l'impression de déguster un repas gastronomique, c'est marcher des heures avec 10 kilos sur le dos pour arriver devant une vallée qui te coupe le souffle. Et puis pour moi, ça a été de regarder quelqu'un découvrir pour la première fois un ciel rempli d'étoiles. Voir ses yeux s'agrandir devant quelque chose que moi j'avais déjà eu la chance de connaître. Et finalement, je crois que c'est ce que je retiens le plus de cette escapade. Partager un endroit, une expérience, un moment, et voir l'émerveillement de quelqu'un qui le découvre pour la première fois. Et ça vaut largement quelques courbatures. Même une nuit avec un cheval qui fait... Si ce récit de bivouac t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. Merci pour ton écoute et à très vite!